Les échos des cohabitants. Les échos des cohabitants. L'écologie, c'est une question de relation à l'environnement. Le discours qu'on lui porte, les savoirs qu'on en a, les actions qu'on y mène, les interactions que l'on cultive. Il n'existe pas qu'une seule et unique vision d'un environnement. Il n'existe pas qu'une seule et unique vision de la nature. Il n'existe pas qu'une seule écologie. L'idée d'une nature simple et unique, constituant la toile de fond, en somme, devant laquelle se développe la vie sociale, est une notion qui est périmée. Qui sont alors les acteurs qui rendent ces relations plurielles ? Quelles sont leurs pratiques écologiques ? Que proposent-ils de leur côté pour penser autrement l'écologie ? Bonjour Sarah, tu es consultante océanique et tu as fondé il y a plus de 7 ans maintenant Consult Océan. Tu y apportes ton expertise dans la gouvernance des océans mais également dans la gestion de ces derniers. En effet, tu conseilles et accompagnes dans la gestion des usages de la mer mais également dans la gestion des ressources, comme dans le secteur de la pêche par exemple. Tu es également conférencière et proposes des ateliers ou des séminaires sur les questions de lien terre-mer ou encore de relations entre l'homme, la nature et l'océan. Et c'est sur cet aspect qu'on va chercher à creuser avec toi lors de ce podcast. Et on va se demander quel est le lien que l'on entretient aujourd'hui avec l'océan et surtout comment faire pour renouer ce lien. L'océan, cette grande étendue d'eau salée qui recouvre les 3/4 de la surface terrestre, que l'on croit connaître et qui pourtant regorge encore aujourd'hui de mondes inexplorés, cette immensité mystérieuse que l'homme n'a pas encore su véritablement contrôler et qui conserve cette grandeur, cette puissance et cette dimension divine en fait si l'on remonte même à l'étymologie du terme océan, oikanos, qui veut dire divinité de la mer. Donc ma première question, Sarah, pourquoi est-ce que l'océan est si important pour toi et qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Bonjour Colette. L'océan, pourquoi c'est important pour moi ? C'est très. Je pense qu'on a tous une relation très intime aux éléments et à la nature de façon générale. Et l'océan chez moi a déclenché une résonance déjà quand j'étais toute petite. Alors comme tout le monde, hein, je venais en vacances à la mer le plus souvent possible, c'est-à-dire on tentait une fois par an. Et puis, je savais que c'était quelque chose qui me parlait, un élément qui faisait résonner des choses. Et en grandissant, petite, je me disais, quand je serai grande, j'habiterai au bord de la mer, mais comme la plupart des gens qui viennent en vacances à la mer. Et puis en grandissant, je suis quelqu'un de très curieux et qui suit un peu toutes les opportunités. Et j'ai eu la chance de pouvoir suivre une formation qui me permettait de vivre au bord de l'eau et d'apprendre aussi de l'océan. Et du coup, j'en suis plus jamais repartie. Donc ça a été cap à l'ouest complet. Et puis l'océan, maintenant, j'entretiens un rapport qui est assez spirituel avec lui. C'est une des seules choses. J'ai un rythme de vie très soutenu. Je travaille beaucoup. Je fais beaucoup de choses, je voyage, je me déplace pour le boulot. C'est quelles que soient les émotions que je ressens dans ma vie, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, c'est l'élément qui me pose. C'est celui qui fait que ça rentre en résonance à l'intérieur et tout d'un coup, après une très grosse journée de boulot, après du stress, de la tristesse, des grandes joies, c'est comme aller... c'est comme aller boire un coup avec ses meilleurs potes et partager ce moment-là. L'océan, pour moi, il fait partie de ma vie presque comme une personne. C'est à la fois un confident, celui à qui tu peux tout dire, de toute façon, tu es sûr qu'il répétera rien. Il va pas te juger. Et en même temps, il est incroyablement puissant. Il peut être incroyablement puissant, il peut être très doux, comme il peut être très violent, il a ses humeurs, il a ce que j'aime beaucoup et qui m'attire aussi chez l'humain, cette dualité de je peux tout te donner et je peux tout te prendre. Et en un claquement de doigts, ça peut se renverser.
Et à petite différence près qu'il est légèrement plus puissant que nous. Donc quand il a décidé de s'énerver, de tout prendre, il fait pas semblant. Mais voilà, il y a quelque chose de très... ouais, ça rentre en résonance. Et puis après, avec le temps, il y a ce que tu ressens en tant que personne et qui fait que toi, tu vibres. Il y en a qui vibrent plus ou moins. Hein. Il y en a qui vont vibrer en étant en haut d'une montagne. Moi, la montagne, c'est un élément que je connais très peu et qui me fait moins vibrer, qui m'impressionne et qui me met plus mal à l'aise. Mais ça, c'est du ressenti individuel. Et après, ce qui a fait que pour moi, l'océan est devenu encore plus important, c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure du parcours que j'ai eu, que en fait, il avait beau être très très grand, et il était extrêmement fragile, et chose dont je n'avais absolument pas conscience, et dont très peu de gens ont conscience aujourd'hui, c'est qu'il nous est vital. Et il y a eu ce côté où... quand j'étais gamine, je voulais devenir travailleuse sociale. Je viens d'une famille de travailleurs sociaux, donc je voulais être éducatrice, le schéma classique. Et puis finalement, je me suis rendu compte que un des aspects les plus sociaux qui faisait partie de l'avenir, c'était de s'occuper de l'écologie et de ce qui se passait autour de nous, parce qu'aujourd'hui, s'occuper des autres, c'est faire en sorte qu'ils aient une planète à peu près supportable. Et avoir un peu d'égalité, c'est aussi ça. Et du coup, moi, ma démarche sociale s'est tournée vers le côté écologique. Et puis en regardant, je me suis dit, mais c'est marrant parce que finalement, quand on regarde le paysage écologique français, mondial, partout, c'est vert. Tout est vert. Alors que 70% de la planète est bleue. Et du coup, il y a eu quelque chose de... J'ai toujours eu un peu ce côté à aller vers les causes perdues, mais du coup, il y avait un peu cette idée de... Mais c'est bizarre quand même que ce qui compose 70% de notre planète est finalement ce dont on parle et on s'occupe le moins. Donc j'ai appris et je me suis rendu compte que l'océan, c'est un poumon sur deux, il nous apporte plus de 50% de l'air qu'on respire, que la vie qui est générée par l'océan est essentielle pour la vie de la planète et son équilibre dans son ensemble, et qu'il était dans une situation qui était quand même très critique, avec une prise de conscience globale qui est pas proche de zéro, mais enfin on n'en est pas loin quand même, et que voilà, il y avait des choses à faire, et du coup c'était cool pour moi parce que je faisais d'une pierre deux coups. J'avais cet élément qui m'apportait tant et en même temps il fallait faire des choses pour lui. Donc voilà. Donc c'est devenu à ce point important que c'en est devenu mon lieu de vie. C'est mon métier, c'est mes loisirs, c'est mon engagement associatif. Et pourquoi est-ce qu'il est si vital pour les humains au final ? Il est vital parce qu'en fait, il nous sert de filtre à air. C'est un puits de carbone. Donc tous les mauvais gaz qu'on émet, et soit que par mécanisme naturel, la nature émet par elle-même, soit que nous, on booste un petit peu trop, ils finissent par retomber dans l'océan. Et l'océan sert à filtrer. Et en fait, il nous permet, en filtrant, donc je passe toutes les étapes de la biologie qui prendraient beaucoup de temps, mais concrètement, en filtrant ces particules, il nous redonne et il nous permet d'avoir à respirer un air moins toxique. Le seul problème, c'est que l'océan, il a un niveau de saturation. Plus tu lui envoies des toxines, et plus ça s'encrasse. Plus le filtre finit par s'encrasser. Et au bout d'un moment, lui, il sature. C'est ce qui est en train de se passer. Il s'acidifie. Donc, il perd ses capacités au niveau oxygène. Et puis, du coup, si lui, il sature, forcément, il va nous redonner un air qui va être beaucoup moins pur que ce qu'il nous faudrait pour pouvoir vivre de façon sereine et saine. Donc, il nous sert de filtre à air. C'est un régulateur de chaleur. Il absorbe énormément de la chaleur qui est sur Terre. Donc, une des problématiques, c'est qu'aujourd'hui, il se réchauffe. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens, quand on dit il se réchauffe, c'est cool, l'eau elle sera moins froide quand on ira se baigner en Bretagne. Bon, en fait, le seul souci, c'est que les poissons, eux, ils aiment pas trop cuire au bain-marie dans l'élément naturel. Donc aujourd'hui, on voit énormément de populations océaniques migrer et bouger parce que les eaux sont trop chaudes. Je vais donner un exemple. En Manche, on voit arriver des espèces qu'on n'avait pas auparavant, qui étaient plutôt présentes sur le golfe de Gascogne, donc Sud-Bretagne. Là, on les voit arriver Nord-Bretagne. Le bulot,
cette petite espèce que personne connaît trop, à part quelques-uns qui osent la manger. Le bulot, aujourd'hui, je discutais avec un pêcheur de bulot et il me disait, mais nous, on le voit, le réchauffement. On voit ce qui est en train de se passer parce que nos bulots, ils descendent de plus en plus profond pour aller chercher le frais. C'est tous ces éléments-là, le bulot, il va creuser, mais enfin, au bout d'un moment, lui, il a une utilité aussi sur le sol. S'il creuse tout au fond, au bout d'un moment, il ne peut plus remplir son rôle. Et toutes les espèces sont dans la même situation. Donc en fait, on perturbe l'écosystème global. Et l'océan, c'est un écosystème très fragile, très bien ordonné. C'est de l'horlogerie. C'est vraiment tout un tas de minuscules petits engrenages qui, mis les uns à côté des autres, permettent de faire fonctionner un tout. Et aujourd'hui, que ce soit par l'exploitation, la surexploitation avec la surpêche, que ce soit par les pollutions, le plastique et autres, enfin, tout ce qu'on est en train de lui imposer à l'océan, il arrive à un moment où il peut plus. Il peut plus fonctionner. On est quand même dans des seuils assez critiques aujourd'hui. Et si on calme pas le jeu de notre fonctionnement sur Terre pour le préserver lui, et aussi de calmer le jeu de ce qu'on fait quand on est dessus, dessous, dedans, ça va des tout petits gestes, de attention à la crème solaire qu'on utilise, jusqu'à quand on achète quelque chose qui vient de l'autre bout du monde, c'est transporté par la mer. Donc il faut se poser des questions sur ces modes de consommation aussi. Toutes ces choses-là, si on n'y fait pas plus attention, en fait, on s'en rend pas compte, mais par ricochet, tu projettes pas ce que ça peut provoquer dans 20 ans. Tu vis le moment présent. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on a un temps qui est un temps d'inertie. Et en mer, l'inertie, c'est un sujet qui est très visuel parce que quand tu es dans ta voiture, si tu piles avec les freins, ta voiture, elle s'arrête. Elle va mettre quelques mètres, mais elle va s'arrêter. Un bateau, il n'y a pas ça. Un bateau, tu peux appuyer sur la pédale de frein autant que tu veux. Bon, c'est les gaz, mais c'est autre chose. Mais tu peux appuyer autant que tu veux. Il va ralentir, mais très lentement. Et l'inertie du bateau sur l'eau va faire que ça va continuer d'avancer. L'océan, enfin la planète de façon générale, et sur l'océan, c'est très marqué. Il y a un temps d'inertie très fort, extrêmement fort. Et si on ne prend pas des mesures très fortes aujourd'hui pour protéger cet élément, on en verra les conséquences bientôt, mais surtout elles n'auront pas d'action très rapidement en fait, ça va prendre du temps. Donc voilà pourquoi moi l'océan je me suis engagée dessus et pourquoi il est si important, c'est que il faut qu'on fasse passer un peu son message parce que tout le monde l'aime. Par principe, il n'y a jamais personne, enfin il y en a quelques-uns, mais tout le monde est content, la plage, les enfants, le sable, s'asseoir devant l'eau, la tempête, enfin voilà, les paysages, ça va des tropiques en boréal, c'est pas le propos, mais c'est vraiment, tout le monde a plutôt une affection, mais personne ne le connaît. Travail, tu es amené à rencontrer différents acteurs ou actrices qui vont intervenir sur ce territoire marin, donc ce territoire océanique, et ils reconnaissent ton expertise en matière de gouvernance et ton approche méthodologique. Donc ces acteurs et actrices, ils ont aussi tous des visions très différentes de l'océan. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? L'océan, c'est énormément de monde. Là, j'ai plutôt parlé du côté où ça nous concerne tous, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, qu'on l'appréhende ou qu'on ne l'appréhende pas. Les acteurs, les citoyens mondiaux sont des acteurs de l'océan. Déjà, ça, c'est une première chose. Effectivement, la vision globale, c'est plutôt une vision positive. Il y a de la crainte et tout ce qu'on veut, mais c'est plutôt une vision positive. Ça, c'est les acteurs indirects. Ensuite, il y a les acteurs directs de l'océan. Là, on va avoir deux catégories. Il y a les navigants, ceux qui pratiquent la mer, quasi quotidiennement pour certains. Et puis, il y a les terriens qui s'occupent de la gestion océanique. Et là, on a déjà deux catégories qui sont assez distinctes parce que, alors, dans la littérature, il y a eu énormément de développement là-dessus. Il y a les marins, il y a les vivants. Et puis, il y a un monde un peu particulier entre eux, entre ceux qui sont à terre, ceux qui sont en mer, les vivants, la mort, le danger, tout ça, ça fait partie de cette vie. Le monde des navigants, c'est un monde qui connaît l'océan, mais qui en a des visions qui sont complètement différentes.
si tu discutes avec un petit marin pêcheur de côtier, il est capable de te dire où sont les cailloux partout dans sa baie. Partout où il travaille, il saura te dire là, faut pas y aller avec tel engin parce qu'on va accrocher. Là, il y a plutôt telle espèce. Et là, faut pas y aller à cette période parce que là, ils ont des petits. Voilà, il connaît son écosystème, il sait l'appréhender, il sait les mouvements avec les saisons, il peut t'en parler et t'en raconter pendant des heures. Il va avoir cette pratique-là et son rôle d'exploitant, parce qu'un pêcheur exploite la mer. Alors là, après, c'est comme partout dans l'humanité, hein. Il y a ceux qui abusent et puis il y a ceux qui respectent. Mais globalement, ils ont une connaissance assez pointue de l'activité qu'ils ont et de ce qui se passe en dessous. Il y a majoritairement dans cette profession des gens qui sont non seulement des navigants, mais qui sont aussi très sensibles à ce qui se passe. Parce que contrairement à beaucoup de ce qui est dit sur ces professionnels, ils sont bien conscients qu'ils sont dépendants de ce qui se passe en dessous. Donc leur propre survie en dépend. Maintenant, avoir une connaissance de ce qui se passe sur ton terrain et sur ton exploitation ne fait pas de toi un connaisseur global de toutes les problématiques océaniques. Mais ça, c'est un exemple. De l'autre côté, on va pouvoir prendre l'exemple. Aujourd'hui, 95% du commerce mondial passe par la mer. Dans un sens, dans l'autre, les matières premières, les produits transformés, etc. Donc tout ça, c'est la flotte de commerce. C'est la marine commerciale. Les navigants, les marins de la marine marchande, ça s'appelle, ces marins-là, ils n'ont jamais à interagir avec ce qui se passe en dessous. Ils n'interagissent qu'avec ce qui se passe au-dessus. Ils naviguent, ils passent. La mer est une route. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un rapport particulier à l'océan, hein, parce qu'il faut avoir envie de passer sa vie sur l'eau, sur des cargos, des porte-conteneurs et autres. Et puis accessoirement, c'est quand même ceux qui amènent les biens à tout le monde. Là, on l'a vu pendant le Covid, quand il y a 300 bateaux bloqués à l'autre bout du monde, ça fait des problèmes d'acheminement de beaucoup de marchandises. Mais ils ont encore un autre rapport à l'océan, puisque eux, ce qui se passe en dessous, c'est quasi l'inconnu total. Et on peut discuter avec certains marins où on se dit « Ah bah oui, mais lui, il est sur l'eau toute la journée, il sait ». Ils n'en ont aucune idée de comment on gère, et qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les espèces, les interactions écosystémiques, etc. D'autres navigants encore, on va avoir la flotte océanographique. Alors là, pour le coup, tu es chez les scientifiques. Donc eux, ils se concentrent sur ce qui se passe en dessous, dessus, dedans, sous toutes les formes, etc. C'est une catégorie très particulière. Pour le coup, ils sont, pour certains en tout cas, beaucoup plus scientifiques que marins. Donc c'est pareil, ils ont encore une autre approche, une autre vision, parce que leur vision, c'est la vision de la connaissance. Je viens et je me concentre sur comment le plancton à tel endroit de la planète réagit si tu lui mets du chaud, si tu lui mets du froid, si tu lui mets de la lumière, ce qui a une incidence énorme sur le fonctionnement global de notre planète, hein, c'est hyper important. Mais du coup, ce spécialiste de cette question-là très précise, si tu lui parles à côté j'en sais rien moi, comment va la crevette dans le sud de la planète, c'est pas son domaine de compétence. Et alors pour beaucoup ils ont quand même plein de connaissances globales, mais on va avoir des spécificités très fortes, et ils ont un rapport à la mer qui est pas forcément un rapport de navigant. Être un marin, c'est avoir un regard sur la mer qui est très particulier, ça impose le respect, tu es conscient des risques aussi, tu sors par tout temps, dans toutes circonstances, etc. Enfin quasiment. Donc voilà, là tu vois, si on regarde juste ceux qui naviguent la mer, et puis je t'ai pas parlé des plaisanciers, le surfeur du dimanche ou le surfeur qui va à l'eau tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, y compris dans les eaux hyper froides, voilà, toutes ces catégories-là ont des visions déjà qui sont propres à chacune, et après propres à chaque individu, pour un même élément. Donc ça, c'est ceux qui naviguent. Et puis après, il y a ceux qui sont à terre, et à qui on dit, vous allez gérer. Donc là, on tombe sur les ministères, beaucoup de ces questions sont gérées par le ministère de la Mer, le ministère de l'Écologie. Pour la pêche, on retrouve le ministère de l'Agriculture. Mais du coup, ces différentes entités, et puis ensuite, à toutes les administrations déconcentrées, les différentes structures professionnelles et autres, là, on va retrouver toute une catégorie de personnes, soit qui est totalement déconnectée du monde de la mer in situ, soit qui l'a connu à un moment et puis a quitté cette vie aquatique, cette vie marine quotidienne, pour être plutôt dans les bureaux. Et là, on a encore une autre vision, parce que l'océan devient un outil de gestion, devient un outil politique, un outil diplomatique, un outil de négociation commerciale.
c'est plus... Alors, parmi les gens qui travaillent sur la question océanique en étant à terre, il y en a beaucoup qui ont un rapport très fort, j'en fais partie, qui ont un rapport très fort à l'océan. Mais majoritairement, on est sur une situation où, pour faire le parallèle, je discutais avec un médecin il n'y a pas très longtemps qui me disait, en fait, c'est comme avec nous les médecins, où on met de la distance. Il y en a certains qui ont envie de faire de l'humain, et pour d'autres... non, on met la distance, c'est des patients, une maladie, un cas, on règle le cas, et finalement, l'humain, pour ce qu'il est psychologiquement et individuellement, on met de la distance. T'as beaucoup de gens qui bossent dans le milieu de la mer, qui n'ont aucune conscience des enjeux globaux qui concernent l'océan, parce qu'ils sont concentrés sur un sujet très précis, et ils n'ont ni la formation, ni les connaissances, ni potentiellement dans leur activité la possibilité de rencontrer des gens qui ont cette vision globale, et puis qui sentent l'eau salée. C'est pareil, quand tu rencontres des marins, ils te racontent tout un tas d'histoires, les scientifiques ils t'en racontent aussi, tout le monde t'en raconte des histoires. Quand tu es enfermé dans une tour à Paris, c'est plus compliqué d'avoir ces interactions-là, même si tu es en interaction quotidienne avec les acteurs de terrain, mais t'es dans un contexte différent. Et là, on est sur des gens qui vont avoir encore une autre approche, parce que pour eux, si je prends l'exemple de la flotte commerciale, de tous ceux ou de la flotte de pêche, là on est sur de l'exploitation, on fait de l'argent avec l'océan, on a une approche qui est une approche d'entreprise. Même les entreprises les plus vertueuses qui respectent le milieu, le but du jeu d'une entreprise, c'est quand même de faire suffisamment de profit à minima pour pouvoir faire tourner la boutique. Donc du coup, on a un rapport à l'océan qui est, dans le meilleur des cas, c'est un partenaire de boulot. Dans le pire des cas, c'est un objet à exploiter. Et à surexploiter, pour certains. Quand on va être plutôt du côté administration, là, on rentre dans une autre approche, parce que là, l'administration a un devoir de gestion. C'est extrêmement compliqué de gérer l'océan. Même dans le meilleur des mondes, où tout le monde serait de super bonne volonté, où tout le monde aurait des démarches vertueuses, gérer un milieu qui est aussi vaste, aussi sauvage, aussi impossible à maîtriser, aussi spécifique, c'est déjà, même dans le monde idéal de la gestion, c'est déjà la croix et la bannière. Avec une dose d'inconnu qu'on ne maîtrise absolument pas, petite parenthèse, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, on sait plus de choses sur Mars qu'on en sait sur l'océan. C'est un peu un débat d'actualité, Mars. Quand on suit un peu les activités des astronautes de la NASA et autres, aujourd'hui, l'océan, on en sait moins. Donc même dans un monde idéal où tout le monde serait de bonne volonté, on sait tellement peu de choses qu'il y a quand même une chance sur deux que ta décision soit pas la bonne. Et en plus, tu rajoutes à ça le fait que ceux avec qui tu travailles en face, c'est des humains. Et que l'humain, par définition, on veut toujours déborder, on en veut toujours plus, on essaye toujours de négocier avec la réalité, on veut pas faire son deuil de certaines pratiques, et du coup, ça rend le terrain super instable. Surtout que c'est quand tu fais une réserve protégée à terre, tu peux mettre des grillages autour, des gardes, et puis voilà, de protéger ta zone. Quand tu fais ça en mer, la mer, c'est seul maître à bord. Quand tu es en mer, tu prends tes décisions. Quand tu es une entreprise qui envoie des bateaux en mer, tu donnes des consignes à ceux qui partent. Si tu n'as pas donné les bonnes consignes, pour aller les surveiller, c'est quand même très compliqué. Donc avoir un devoir de gestion sur un élément qui est extrêmement fragile, très grand, pour lequel tu n'as pas du tout les moyens suffisants pour pouvoir le faire, et que y a tous les facteurs inconnus qui s'ajoutent, ça donne des visions qui sont effectivement très différentes. Je pense que pour certaines personnes de l'administration, faire de la gestion océanique, c'est à se taper la tête contre les murs. Même s'ils aiment le milieu, c'est extrêmement compliqué de mener à bien cette mission. Et quand on reproche très souvent à l'État de ne pas intervenir, ou de ne pas faire ceci, ou de ne pas faire cela, alors il y a des choses sur lesquelles on a raison à minima de challenger nos administrations, mais pour plein de choses, il faut avoir conscience que c'est beaucoup trop gros pour qu'on puisse le faire sans nous tous. Et comment est-ce que tu fais, toi, du coup, pour articuler ces visions-là? Quelle va être ta méthodologie, peut-être? C'est très... Encore une fois, c'est l'océan, c'est une caisse de résonance. Je fonctionne beaucoup... La principale méthode, c'est t'es qui, toi? T'es qui? Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que l'océan représente quelque chose?
les 3/4 des gens, sur le coup, ils vont trouver la question bizarre, et puis après, ils réfléchissent 5 minutes, et puis finalement, ah bah oui, c'est vrai que moi, c'est plutôt ceci, c'est plutôt le repos, c'est plutôt le bronzage, ça peut être très profond, très superficiel, on s'en fout, mais voilà, moi, ma principale méthode, c'est de donner aux gens l'opportunité de se replacer face à ça, et en tant qu'individu. Je pars du principe que tu sois PDG de la plus grosse entreprise de transport maritime, marin sur un tout petit bateau du patrimoine qui fait des tours dans le golfe du Morbihan, que tu sois, j'en sais rien, ostréiculteur dans le bassin d'Arcachon, quel que soit ou que tu sois dans un bureau à Paris, tu es un individu, on est tous avec nos ressentis, nos propres problématiques. Et moi, ma méthode, elle est là. C'est soit on est sur des petits groupes, soit on est sur des catégories beaucoup plus larges. Mais c'est toujours de dire, vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur tout ça ? C'est quoi votre vécu ? C'est quoi vos pratiques ? C'est quoi vos blocages et les freins par rapport à ce qu'on est en train de vous dire ? C'est vraiment toujours d'interroger l'autre pour lui donner un espace où il peut exprimer où sont les problématiques qui sont les siennes face à ces sujets-là. Et une fois que ça s'est posé, là, on peut amener les sujets. Là, on peut commencer à prendre le sujet, à le décortiquer, et puis à dire, bon, bah alors vous, c'est ça. Ce sujet-là, c'est celui-là. On va tout dérouler point par point. Et puis, bah, quand il y a quelque chose qui vous fait réagir, on s'arrête et on voit. On voit, est-ce qu'il y a une vraie incompatibilité entre vous, votre vision, votre ressenti, votre pratique, et ce qu'on essaye de mettre en place ? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas vraiment tant d'incompatibilité que ça ? Et les 3/4 parce que finalement, une grande partie de mon activité, je fais de la médiation, je fais de la concertation, je fais de la formation pour faire monter les gens en compétences, pour qu'ils puissent être à l'aise sur un sujet. Donc tout ça, c'est très lié. Tous les points de mon activité sont extrêmement liés, mais à chaque fois, le but est le même. Il faut qu'on arrive à embarquer tout le monde dans le même objectif. Sauf que pour emmener tout le monde dans le même objectif qui est de préserver la planète de façon globale et l'océan pour ce qu'il est en tant qu'élément particulier, pour pouvoir les embarquer tous, il faut que tout le monde puisse se sentir suffisamment proche du sujet pour se l'approprier et avoir envie d'y aller. Si tu vas en opposition avec les gens, si tu vas voir les gens en leur disant « faut faire ça » et que l'autre te répond « mais pourquoi ? Ça correspond pas à ma vie ». Faut le faire parce que c'est obligatoire. Bon, bah déjà, t'as tout gagné, les gens le feront pas. D'une, parce qu'on a tous un adolescent refoulé à l'intérieur et que par principe on dit non. Et de deux, que en plus on est français et que génétiquement on est câblé pour dire non. Donc si tu cumules les deux déjà c'est mal parti. Et puis après, parce que de toute façon, tu mets l'autre dans un contexte où il ne peut pas adhérer. Si tu lui amènes quelque chose qui met en péril, qui met en cause, qui remet en question son activité, ce qu'il fait depuis parfois des siècles, sa façon de voir les choses. Si tu arrives en lui disant « t'as rien compris, c'est pas comme ça qu'il faut faire », tu le braques. Soit tu le mets en complexe d'infériorité, il se dévalorise, il peut plus y aller. Soit tu le mets en colère, alors là, pour faire redescendre la colère, amuse-toi. Et puis chez les marins, il y en a 2-3, il y a du caractère quand même. Donc ça, tu peux pas non plus. Et la bonne façon de prendre, enfin en tout cas, moi, la méthode que j'ai développée, c'est la bonne façon d'amener les gens à adhérer à un projet, c'est de les impliquer dedans. Mais on ne prend jamais le temps de demander aux gens, et toi, t'en penses quoi ? T'es qui ? T'as quoi comme idée ? Parce que on peut arriver avec les meilleurs programmes de gestion, les meilleures idées de préservation. On peut arriver avec tout ce qui, sur le papier, du point de vue scientifique, est parfait pour nous mettre sur les rails. Mais si tu tiens pas compte que l'humain est pluriel, et variable, et potentiellement peut-être défaillant, mais aussi peut-être brillant, si tu tiens pas compte des expériences des gens, t'as raté ton projet. Parce que c'est pas le papier qui va le faire vivre. C'est l'humain qui va travailler dedans, qui va faire vivre ton projet. Donc si tu lui donnes pas une place, d'une, lui il va te mettre des bâtons dans les roues et ton projet marchera pas. Et de deux, tu passes à côté d'une mine d'or, parce que tous les gens qui vivent les territoires, que ce soit le territoire maritime ou le territoire terrestre, tous les gens qui les vivent, tous les gens qui l'expérimentent, qui l'éprouvent, qui le ressentent, qui le font vivre, quoi. Tous ces gens-là, ils ont des idées. Ils ont des idées qui sont fabuleuses, parce que
Parce que tu vas sur la côte à tel endroit et puis tu vas remarquer que il y a un petit monsieur, une petite dame qui sont là tous les jours à la même heure parce que c'est leur leur petite balade quotidienne et que quand tu fais un projet de territoire, si t'interroges pas ces gens-là, tu passes à côté d'un observateur quotidien du lieu. Toi, tu veux faire quelque chose devant là où ils sont assis tous les jours. Eux, ils sont assis là tous les jours. Ils peuvent te parler de tous les oiseaux qu'ils voient passer. Ils peuvent te parler de toute la biodiversité. Ils peuvent te parler des comportements des gens qui passent dans cet endroit, de la fréquentation. Et c'est ça, en fait. Ça, c'est un petit exemple. Mais quand tu veux gérer un milieu océanique, côtier, si tu parles pas avec les pêcheurs, qui sont tous les jours sur l'eau, tous les jours dessous, à gratter, à tirer, à fileter, à ce qu'on veut, tu passes à côté d'une mine d'or en termes de connaissances. Donc, que la connaissance soit à prendre telle quelle ou qu'elle soit à modeler, ça après c'est au fur et à mesure du projet et la confrontation entre réalité de ce qu'on doit faire et réalité de ce qui est fait qui va faire les arbitrages. Mais les 3/4 des gens avec lesquels je bosse, moi j'ai quasiment pas de conflit. Alors au début tout le monde braille, tout le monde grogne, il y en a même qui s'engueulent, mais ça c'est normal. Mais ça se termine quasiment jamais par un conflit parce que à partir du moment où tu considères les gens, et que tu reconnais leur expérience et que tu valides leur vécu, que tu leur donnes une valeur, ils peuvent entendre que y a des choses où regarde, alors oui, ça t'as raison, c'est comme ça que tu le vis et tu m'as appris un truc, et moi je vais t'amener tel élément qui vient de tel scientifique, tel autre qui vient de tel urbaniste, gestionnaire ou autre, ce que tu veux, et puis une fois que t'as tout mis autour de la table, le tout c'est que tout le monde trouve un peu comment on fait pour trouver l'équilibre et puis que chacun y trouve à peu près sa place. Mais si tu mets les gens en confrontation, si tu vas les choper en frontal, c'est pas possible. Tu peux pas. Et pour moi, les méthodes qui sont assez agressives comme ça, c'est soit tu crois pas suffisamment en ton projet et t'as pas vraiment dans le fond envie qu'il fonctionne, soit tu pars du principe que tu as raison, la science absolue et infuse. Et puis bon courage parce que sur ton territoire tu seras tout seul en fait. Comment ça t'est venu de développer cette méthode-là en fait ? Alors là je sais pas si j'ai un grand mérite parce que c'est très instinctif, je fais ça depuis que je suis toute petite. Après non, ça m'est venu dans mon travail de recherche, dans mon travail de thèse. Le titre de ma thèse c'était la gouvernance des pêches à l'interface entre ressources et société. Et c'est une thèse interdisciplinaire où j'ai bossé à la fois le droit, pourquoi et comment on l'adopte, et pourquoi il fonctionne ou il fonctionne pas. Et du coup, ça m'a obligée à voir les considérations biologiques, comment on tient compte de la science dans l'adoption de la norme, on en tient compte ou pas d'ailleurs, et puis d'aller voir les considérations socio-économiques, parce qu'une fois que tu as vu la norme et puis que tu as vu la biologie, que tu as mis tout ça dans un panier, tu te dis, attends, si là, dans ce texte-là, il y a ces considérations, pourquoi ça fonctionne pas ? Parce qu'en face, il y a des hommes. Et il y a des enjeux économiques, et qu'il y a des intérêts sociaux et sociétaux. Et du coup, c'est pendant ce travail de recherche, à aller... j'étais toute jeune, parce que tu rentres en thèse, tu sors de master... il y a encore beaucoup de choses que tu as à découvrir et je suis allée dans toutes les réunions, je suis allée dans toutes les confs, je suis allée traîner dans les ports, je suis allée discuter avec les gars, avec les scientifiques, avec tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde avait un discours super intéressant, que globalement, tout le monde voulait le même résultat. Parce que j'ai jamais rencontré personne qui m'a dit « Moi, ce que je veux, c'est dézinguer l'océan ». Voilà, c'est pas comme le mythe les pêcheurs se lèvent pas le matin en se disant moi ce que je veux c'est buter Flipper. Voilà, ça fait pas partie du mais globalement tout le monde veut la même chose. Le seul problème c'est que même si tout le monde veut la même chose, chacun a ses réalités. Je dois faire vivre mon entreprise, je dois machin, je dois bidule et en fait, je me suis rendu compte que le principal frein, c'était pas l'objectif à atteindre. C'était qu'ils savaient pas se parler entre eux. Et que tu pouvais en prendre un de chaque et les mettre autour d'une table, de préférence avec un verre, ça passe toujours mieux, et les faire discuter, au final, ils vont le faire calmement et ils vont se rendre compte qu'ils sont d'accord. Mais si tu mets des groupes les uns en face des autres, ça partait en cacahuète systématiquement. Et en fait, c'est en observant ça que je me suis dit, mais finalement, quand moi, je vais les voir individuellement et je leur fais raconter leur vie, leur métier, leurs expériences, et ils arrivent en conclusion à la même les uns à côté des autres. Mais si je les prends ensemble, ils sont incapables d'arriver au même objectif parce qu'ils passent trop de temps à se concentrer sur leurs oppositions.
Et moi, une grosse partie de mon travail, c'est, souvent je dis, je suis un peu un Google Trad. Je prends la richesse de ma formation fait que j'ai un doctorat en droit qui me permet de parler le langage institutionnel le plus carré possible. J'ai fait de la socio qui me permet d'adapter mon langage à tous ceux avec qui je travaille. J'ai fait de la bio, je peux parler avec les scientifiques. Je suis allée très loin dans un peu tous les... Je suis pas une grande experte d'un point. Mais moi, mon expertise, je l'ai faite sur comment on fait pour parler avec tout le monde de ces sujets-là. Et du coup, c'est là où j'ai défini mon métier, en fait. Où je me suis dit à la fin de ma thèse, finalement, ma plus grande valeur ajoutée, c'est ça. C'est quand les gens n'arrivent pas à se parler, moi, je peux être là. Et je peux traduire... non, mais attends, c'est pas ça qui t'a dit. Je vais te le redire dans ton langage à toi. Là, c'est ça qui t'a dit. Ah, c'est bon, ça va mieux, alors. Et en fait, c'est ça. De façon très, très formelle, dans des cadres très institutionnels, ou de façon beaucoup plus imagée et fleurie dans les ports du monde et de France et de Navarre. Mais finalement, c'est comme ça que cette méthode, elle est venue, et c'est celle que je pratique. Mais ça vient du monde de la recherche. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir prendre le temps de faire de la recherche là-dessus et d'analyser et de construire une méthode qui est aujourd'hui mon fonds de commerce, concrètement. Tu parlais de raconter. Et en quoi est-ce que passer par des histoires, des récits, des imaginaires, et donc raconter ce territoire, il va permettre de renforcer ce lien homme-océan-terre? L'océan, c'est un objet d'imaginaire. Son premier souvenir était déjà cette maudite falaise, plongeant dans la mer, emportant avec elle l'avenir. Assis sur le bord avec ses jambes dans le vide, il a passé toute sa vie à guetter le retour des navires. À son tour, bientôt lui aussi sera emporté par la mer. Il rêve lui aussi de se faire emporter par la mer. Mais sa mère lui a dit reste, tu es bien trop jeune. Souviens-toi seulement de la façon dont la mer a pris ton père. Il sait parfaitement que l'océan éteindra son cœur, mais pour lui chaque jour sur terre est synonyme de prison ferme. Il veut lever l'ancre, être libre, car sa vie lui semble plutôt tiède. Il veut brûler vif et voir les vagues monter jusqu'au ciel. Il veut répondre à l'appel que chante l'aube, quitte à revenir c'est lui capitaine d'un vaisseau fantôme. À son tour, bientôt lui aussi sera emporté par la mer. Bientôt lui aussi sera emporté par la mer. Espère, rôde comme un esprit damné. Chaque minute il se répète, c'est bientôt le moment d'y aller. Posté sur la plage, il ne veut pas rentrer. Il s'amuse dans les entrailles de vieux navires éventrés. Il est trop occupé, chaque seconde il cherche à recruter son équipage. Mais le vent ne lui renvoie que d'insipides compliments. À qui le suivra, il promet l'univers en héritage d'inestimables trésors venus d'invisibles continents. Ensemble ils hisseront les voiles, très loin de ce pays sombre. Ensuite ils suivront l'étoile, mais jamais ne vieilliront. Guidés par le son des astres, aux sirènes obéiront. Veulent affronter les vies, attends puis tes filles et Poséidon. Chanter dans les pires tempêtes, aller là où personne n'a plus peur du temps. Partir à tout jamais, devenir sans terre, et accepter que l'eau est la couleur du sang. Il a pris la mer, comme il le rêvait. Il a pris la mer, comme son père et ses frères. Il a pris la mer, oui, qui l'en a empêché. Il a pris la mer, il a pris la mer, qui l'en a empêché. Hein? Vous, qui êtes toujours lâchement restés sur la terre. Il rêvait d'être emporté par la mer. Il rêvait d'être emporté par la mer.
façon, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, il a une résonance très spirituelle chez moi. Je sais très bien que c'est pas la même chez tout le monde. Par contre, le point commun qu'on a tous avec l'océan, quel qu'il soit, c'est l'imaginaire. Il y en a qui vont être dans un imaginaire très poétique. La mer, c'est toujours calme et beau. Et puis, il y a des jolis reflets. Et voilà, ça, c'est de la poésie, machin. Il y en a qui vont avoir un imaginaire beaucoup plus sportif. Ouais, il y a des grosses tempêtes. Bon, chacun a son imaginaire, mais que ce soit dans la poésie, le très positif, ou que ce soit dans le dramatique, parce que ça peut aussi être dramatique, la mer, on en a toujours fait un objet d'imaginaire. On a créé les légendes des monstres marins parce que quelque part, on avait besoin de se faire peur. Quand on raconte des grosses bestioles, genre le kraken qui mange les bateaux et qui... C'était une façon de s'expliquer l'inexplicable. Pourquoi ces bateaux qui sont partis au loin ne reviennent pas? Qu'est-ce qui se passe qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau qu'on ne sait pas? On voulait décourager les gens d'aller dans l'eau parce qu'on ne savait pas nager. On se raconte toujours des histoires avec l'océan et on a tous notre imaginaire. Donc c'est un objet d'imaginaire par définition, c'en est un. Le fait de raconter des histoires, c'est pareil, ça fait partie de la méthode que j'ai développée. Alors après, celle-là, je la sors pas dans tous les contextes, mais globalement, moi, ça me vient d'un de mes profs quand j'étais au lycée et petite. Dans ma famille, ça fonctionnait beaucoup comme ça. Quand on te fait un cours d'histoire, en te décrivant toutes les étapes d'un événement historique et en te disant tu dois apprendre toutes les dates et machin, et voilà, le bouquin d'histoire, éducation nationale typique, quoi, tu vois, là, t'es dedans. Quand on te lit juste la page, les 3/4 des gamins aujourd'hui sont réfractaires. Parce que quand t'as 17 ans, c'est gonflant au possible, ce genre de façon d'apprendre. Quand t'as un prof en face qui te raconte l'histoire, il te parle de Napoléon, blam, il se met en personnage de Napoléon, enfin voilà, qui te raconte l'histoire avec des anecdotes, avec des trucs. Moi, je me rappelle de mon prof d'histoire, c'était pour nous parler de la mort de Jaurès, il avait pris un détail, c'était de dire, il est mort en mangeant une tarte aux fraises. C'est le détail insignifiant. Mais toute l'histoire qu'il avait racontée autour de sa tarte aux fraises a fait qu'il nous a emmenés dans un film. On était dans l'histoire. Et du coup, cette leçon-là, tout le monde s'en rappelait par cœur. Et l'océan, c'est un véhicule à histoire. Il y a énormément de connaissances qui doivent être intégrées pour comprendre comment fonctionne l'océan. Et moi, je pars du principe que c'est pareil. On a chacun son mode de pensée. Il y en a qui sont très littéraires, il y en a qui sont très matheux, il y en a qui ne le sont pas du tout. Toutes ces choses qu'il faut retenir, soit tu as vraiment envie de te farcir la littérature scientifique, et bon courage parce qu'il y en a beaucoup, et puis elle n'est pas toujours très digeste, j'en fais partie, donc je sais, mais soit il y a des gens qui sont très volontaires pour faire ça, mais c'est une partie infime de la population, soit on veut que les gens montent en compétence et en connaissance là-dessus. Pour le faire, il n'y a rien de mieux que de raconter des histoires. Il y a plein de gens, tu les colleras pas devant un documentaire animalier à la télé. Par contre, si tu lui mets un enfant sur les genoux pour lire un bouquin sur la même histoire que ce qu'il y a dans le documentaire animalier, il va lire tout le bouquin. Et en plus, parce qu'il voudra emmener l'enfant dans l'histoire, etc., il va prendre des petites voix, il va faire des petites intonations, il va raconter des histoires, il va machin. Ça marche à tous les coups. À tous les coups. Et moi, ça, c'est en observant beaucoup. Je me suis dit, mais pourquoi quand je raconte un truc sur mon métier, sur ces enjeux-là, les écolos sont chiants, voilà, c'est la conclusion qu'on retrouve tous les jours, hein. Les écolos sont chiants, bon, très bien. Pourquoi quand c'est ce gamin qui lit juste le panneau du tri sélectif, tout le monde l'écoute? Il y a un truc que je comprends pas. Parce que l'enfant, par principe, t'emmène dans l'imaginaire. Parce que pour lui, lire le panneau du tri sélectif, c'est toute une aventure. C'est « Ah, mais attends, si je mets ça dans telle poubelle, après à la déchetterie, est-ce qu'ils vont le brûler? Est-ce qu'ils vont machin ?» Et il y a tous les pourquoi qui vont derrière. Et en fait, je me suis rendu compte que si tu donnes un cours magistral, ça c'était quand j'étais prof, tu donnes un cours magistral à des étudiants, les 3/4 ils ronflent. Tu racontes ton cours, et en mettant des petites choses, le pourquoi va arriver. Et moi, c'est ça en fait. C'est raconter des histoires pour donner envie aux gens, pour éveiller le pourquoi. Pour le
le mettre en mouvement. Si tu donnes du cours magistral, les gens n'auront pas de pourquoi. Ils vont se mettre en réaction. Oui, mais on n'a pas envie qu'on nous donne la leçon, qu'on nous fasse la morale. Tu vois, avec le discours écologique aujourd'hui. Oui, mais vous voulez nous faire culpabiliser, vous avez une vision pessimiste, etc., etc. Mes pauvres chéris, oui, c'est pessimiste, mais en même temps, c'est pas très optimiste là en ce moment. Mais bon. Mais effectivement, quand tu fais ça, ça donne pas envie. Parce que les gens, ils ont leurs soucis, leurs contrariétés, ils n'ont pas envie de discours catastrophiques. Par contre, si tu leur racontes l'histoire, nous c'est ce qu'on a fait, on a créé une asso qui s'appelle Océaya, et dans l'asso, on a monté un film avec un personnage qui raconte l'histoire. Et notre personnage, c'est un kraken, donc il a une très très grosse voix, c'est un pote qui a la voix de Jean-Pierre Mariel, donc ça nous a beaucoup servi. Et il a une très très grosse voix, puis un kraken, c'est quand même une très grosse bête, c'est très impressionnant, ça fait peur. Et en fait, notre kraken, c'est tu m'excuseras l'expression, mais c'est le vieux con d'Audiard par définition, quoi. C'est vraiment il a mauvais caractère, il ronchonne, mais il est pas méchant. Mais pendant toute la diffusion, il interpelle l'humain en disant mais qu'est-ce que vous avez à marcher sur la tête là ? C'est quoi votre problème ? Vous jetez vos canettes dans mon jardin, vous faites des trous partout dans l'océan pour avoir du pétrole, c'est quoi ? Et en fait, il raconte l'histoire et on a plein de gens qui sont ressortis de l'expo et de la diffusion en nous disant mais on a appris plein de trucs et en fait on l'a appris parce qu'on a eu envie de l'écouter lui. Mais si ça avait été vous devant nous qui nous aviez parlé de ça, vous nous auriez gonflé. En disant les mêmes choses. C'est juste que là on a emmené les gens, il y a des potes qui ont fait du dessin animé autour, on avait mis des très belles images parce qu'on a la chance d'avoir plein d'aventuriers autour de nous qui nous ont envoyé des images de mer du monde entier. Et rien que ça, on a mis du beau à voir, on a raconté des choses très dures à entendre, et on a mixé tout ça avec de l'imaginaire et de l'histoire, quoi. Et ça a matché. Et ça matche quasiment à tous les coups. Si tu racontes des histoires aux gens, si tu mets en vie, si tu mets une énergie particulière dedans, les gens, ils adhèrent. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, une des principales problématiques qu'on a, que ce soit avec l'écologie politique, que ce soit avec la politique de façon plus générale dans notre société, à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui essayent de nous imposer des choses, des plus joyeuses comme les plus dramatiques ou les plus liberticides, ou etc., ils savent pas raconter des histoires. Et quand on dit on a besoin d'une vision à suivre, on a besoin qu'on nous raconte des histoires. On a besoin de voir quelqu'un qui, pour un sujet X ou Y, qui va incarner son truc et qui va suffisamment y croire pour nous emmener dedans. Des histoires, il y en a plein. Et avant, les gens, quand il n'y avait pas de télé, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, quand il n'y avait pas... Ils se racontaient des histoires. Les villages, sur les places de village, les gens se retrouvaient, se racontaient les histoires des anciens. Il y avait des choses qui se faisaient ensemble, en fait. Sur un territoire, les gens tissaient en se racontant les histoires et en se les transmettant. Aujourd'hui, on ne fait pas trop. On se raconte des histoires bizarres sur les réseaux sociaux, on s'invente des vies. Mais finalement, se raconter des choses qui ont vraiment du sens. Et puis, si on enjolive un petit peu, si on rajoute un truc un peu farfelu au milieu, c'est pas grave. Si ce truc farfelu fait que les gens vont écouter la totalité et retenir le message, c'est pas grave. C'est ça pour moi l'imaginaire en fait. C'est l'océan par principe en véhicule beaucoup, ce qui est un atout majeur pour des gens comme moi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour faire rêver les gens autour de l'océan. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par l'association Écohabitons.